En Guinée-Bissau, des milliers de partisans du président José Mario Vaz ont manifesté dimanche. Objectif, protester contre les sanctions de la CEDEAO contre 19 personnalités bissau-guinéennes. Le président du Zimbabwe a rendu hommage à Morgan Tsvangirai, leader de l'opposition décédé mercredi. Il a notamment souligné qu'il avait aidé à ancrer les valeurs démocratiques dans le pays. En Afrique du Sud, 5 suspects sont recherchés par la police dans le vaste scandale de détournement de fonds et de corruption lié à la famille Gupta. Pour le ministre de la Police, il se trouve en dehors du pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue. En Guinée-Bissau, des milliers de partisans du président José Mario Vaz ont manifesté dimanche à Bissau, ce contre les sanctions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO contre 19 personnalités bissau-guinéennes pour non-respect d'un accord de sortie de crise politique. Les images. La CEDEAO a annoncé le 1er février des sanctions prévoyant une interdiction de voyage dans l'espace régional et le gel des comptes bancaires contre des personnes accusées de bloquer l'accord de sortie de crise en Guinée-Bissau. Une caravane de milliers de personnes parties de la périphérie de Bissau s'est terminée devant le siège de la CEDEAO sur la route de l'aéroport sur 4 km. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la CEDEAO. Sur des pancartes, on pouvait lire « CEDEAO dehors ». Cette décision est fausse, injuste et sans effet. En conséquence, c'est une décision inexistante. Chaque citoyen guinéen a le droit de voyager où il veut, comme il veut, et personne n'a le droit de nous en empêcher. On n'admet pas. Nous, cet pays, il était obtenu son indépendance, sa souveraineté à partir des armes. Beaucoup des hommes ont souffert, beaucoup de populations ils ont mort. Il ne faut pas nous prendre pour n'importe quoi. Ces sanctions concernent 14 députés, 8 frondeurs du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau, PAIGC, au pouvoir, et 6 du Parti de la rénovation sociale, le PRS, deuxième formation parlementaire, ainsi que 5 proches de José Mario Vaz, dont son fils Emerson Vaz. Un important dispositif de sécurité était déployé le long du parcours. Des soldats de la CEDEAO étaient en position sur le toit et les alentours du siège de l'organisation. La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC, parti auquel le président Vaz appartient également. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a rendu hommage à Morgan Tsvangirai, l'ancien Premier ministre et leader de l'opposition décédé mercredi. Il a notamment souligné qu'il avait aidé à ancrer les valeurs démocratiques dans le pays. Images et son. L'hommage à Morgan Tsvangirai, chef emblématique de l'opposition, est unanime depuis son décès mercredi dernier. L'ensemble de la classe politique a ainsi salué sa mémoire, à commencer par le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé il y a 3 mois à Robert Mugabe. Nous avons perdu un homme qui, lorsque nous écrivions l'histoire de notre pays, nous ne pouvons ignorer la participation et le rôle que l'ancien Premier ministre a joué dans les efforts visant à ancrer les valeurs démocratiques dans notre pays. Les prochaines élections seront harmonisées et je demande à tous les partis politiques de ce pays de ne pas avoir recours à la violence dans ce pays. Nous avons besoin d'élections libres, justes et crédibles cette année. L'État zimbabwéen prend en charge les frais liés à ses funérailles. Ancien syndicaliste reconverti dans la politique, Tsvangirai a longtemps constitué la principale menace à l'autoritaire Robert Mugabe, tombé en novembre après 37 ans au pouvoir à la suite d'un coup de force de l'armée. Avec ce décès, le président Mnangagwa, ancien bras droit de Robert Mugabe, se retrouve désormais en position de force pour les élections générales prévues cette année.
Bientôt un mois que George Oppong Maneweya a pris les rênes du Libéria après avoir gagné les élections présidentielles face à l'ancien vice-président Joseph Boakai. Les Libériens attendent beaucoup de George Weah. La diaspora libérienne au Nigeria reste optimiste. Elle l'a d'ailleurs fait savoir à notre correspondant au Nigeria, Abdoulaye Issa. Bientôt un mois que George Weah, l'enfant des bidonvilles de Monrovia, comme on a l'habitude de l'appeler, a accédé à la présidence du Libéria. Les Libériens étaient aux anges le 22 janvier passé. L'ex-star du football, Mr. George Weah, s'est engagé à lutter contre la pauvreté et la corruption. Décision salutaire selon la diaspora libérienne résidant au Nigeria. Je suis satisfait à 100%. J'appelle au monsieur, le président, il fait tout et tout pour arranger le pays bien, pour que nos Libériens soient bons pour nous tous et Libériens. Mais, oui. Parce que le Libéria, avant le Libéria comme il connaît le Libéria bien, parce qu'il est né là-bas, je suis pas grandi là-bas, mais le Libéria était bien. Et après, la guerre est venue ravager tout. Au moment, le nouveau président est venu, bon, en fait, comme il dit, toujours la mentalité des Africains. Oui, je veux rentrer au pays. À partir de juin, je vais rentrer pour voir comment on va mettre la mer dans la pâte pour arranger le pays. Vous savez, avec l'arrivée de George Weah, nous avons eu une grande chance. Et cette chance, c'est de faire venir les investisseurs, comme il l'a dit. Mais l'autre point, comment va-t-il réussir cette mission dans le cadre de la lutte contre la corruption? Vous savez, après la guerre, notre pays a connu beaucoup d'événements. Et jusqu'à ce jour, il reste beaucoup à faire. Les défis seront grands. Et moi, je dirais que nous avons eu la chance quand même d'avoir un président. Prions pour que tous les Libériens s'associent derrière lui pour l'accompagner dans ce noble mouvement. Et la belle preuve, aujourd'hui, nous sommes au Nigeria, mais nous vivons comme chez nous. Nous avons l'ambition de retourner dans notre pays, car on n'a qu'un seul pays et notre devoir, c'est d'accompagner le pays dans ce système de développement. Le tout nouveau président du Libéria a des chantiers devant lui et les Libériens en sont convaincus. Désormais, le pouvoir appartient au peuple et ils espèrent que leur cauchemar touche à sa fin. Je l'annonçais en titre, 5 suspects recherchés par la police sud-africaine dans le vaste scandale de détournement de fonds et de corruption lié à la famille Gupta se trouvent en dehors du pays. C'est en tout cas ce qu'a affirmé dimanche le ministre de la police, Fikile Mbalula. Plus de précisions à travers cet élément. Ces personnes recherchées se trouveraient en Chine, à Dubaï et en Inde, a précisé le ministre dans un entretien avec la radio-télévision publique. Ces révélations ont eu lieu quelques jours après l'émission de mandat d'arrêt contre l'un des frères de la sulfureuse famille d'hommes d'affaires Gupta, proche de Jacob Zuma, qui a été contraint de démissionner mercredi de son poste de président de la République. Selon des médias locaux, l'un des fils Zuma, de 12 années, un homme d'affaires associé au frère Gupta, serait l'un des 5 suspects recherchés et se trouvait à Dubaï, ce que le ministre de la police a refusé de confirmer. Mercredi, la police avait fait une perquisition dans une maison cossue de Johannesburg appartenant à la famille Gupta et procédé à l'arrestation de 8 personnes poursuivies pour fraude, blanchiment d'argent et vol d'argent public dans un projet d'exploitation laitière. Pour rappel, selon un rapport de la médiatrice de la République publié en 2016, les 3 frères Gupta étaient impliqués dans la gestion des affaires de l'État sud-africain, de la nomination de ministres aux pressions pour obtenir de juteux contrats publics. Leur propriété de Sasson-Wold était devenue une sorte de présidence bis où les frères d'origine indienne ont offert des postes de ministres selon plusieurs témoignages recueillis par la médiatrice. Cet immense scandale a contribué à faire chuter le président Jacob Zuma, qui a été contraint par son parti, le Congrès national africain, de remettre sa démission mercredi soir. Il a été remplacé dès jeudi par Cyril Ramaphosa, le patron de l'ANC, qui s'est engagé à faire de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. En Gambie, plus de 5 ans après l'exécution de 9 détenus par le régime de l'ex-dirigeant Yaya Jammeh, le président Adama Barrow a annoncé ce dimanche un moratoire sur la peine de mort. D'après la présidence, cela abolira la peur et garantira l'état de droit afin que les citoyens puissent exprimer leurs droits civiques et politiques. En septembre 2017, le président gambien Adama Barrow avait annoncé devant les Nations Unies la signature par son pays du traité de l'ONU sur l'abolition de la peine de mort. Cette décision intervient plus de 5 ans après l'exécution de 9 détenus
par le régime de l'ex-dirigeant Yaya Jammeh. Nous avons gagné la guerre contre la dictature. Ce qui était le plus simple, maintenir la paix pour que notre démocratie prospère, sera notre plus grand défi. Cela demandera de la patience, de la tolérance, et même si des erreurs seront faites, nous les corrigerons, car nous travaillons ensemble à construire une nouvelle Gambie. Ça fait 1 an que nous sommes sous son administration et déjà, nous avons éliminé l'un des principaux groupes, gestion par la peur, en créant un environnement favorable qui encourage la pensée critique, la collaboration, l'engagement positif, le tout guidé par une nouvelle vision claire de notre quête d'une nouvelle Gambie. À ce croisement, je profite de l'occasion pour décréter un moratoire sur l'utilisation de la peine de mort en Gambie comme première étape vers l'abolition. Petit pays anglophone enclavé dans le Sénégal, la Gambie, à l'exception d'une étroite façade côtière prisée des touristes, a été dirigée d'une main de fer pendant 22 ans par Yaya Jammeh, un ancien militaire. Ce dernier avait refusé en décembre 2016 de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle face à l'opposant Adama Barrow. Mais il s'était finalement résolu à quitter le pouvoir et le pays en janvier à la suite d'une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et d'une ultime médiation guinéo-mauritanienne. Au Kenya, les chiens sont utilisés dans la lutte contre le braconnage dans le parc de Masai Mara. L'introduction d'une unité canine en 2009 a amélioré la traque des braconniers. Cette année, 5 chiots sont entraînés pour prendre la relève. Chakaria a 5 mois. Depuis quelques semaines, elle s'entraîne pour rejoindre une unité canine dans le parc du Masai Mara. D'un pas assuré, elle renifle dans les hautes herbes jusqu'à trouver un ranger caché dans la savane qui joue le rôle d'un braconnier. Chakaria fait partie des favoris. Elle possède ces traits de caractère bien particuliers qui font un bon tracker. Des chiens actifs qui aiment manger, beaucoup jouer, des choses comme ça. Mais comme je l'ai dit, la génétique et la conduite est ce que nous recherchons. La bonne conduite pour faire le travail. Cette unité canine est devenue essentielle à la lutte contre le braconnage dans le triangle du Mara, dans le sud du Kenya. Si le trafic d'ivoire retient l'essentiel de l'attention, le principal défi du parc est la lutte contre le trafic de viande d'animaux sauvages. Gazelles, impala, gnous ou encore girafes, les braconniers tuent ces animaux par centaines. Ils utilisent en général des collets métalliques ou aussi chassent les animaux jusque dans les vallées. Ils utilisent des machettes, des épées et des pangas pour les découper. Les braconniers utilisent aussi des pièges qui sont neutralisés par centaines jusqu'à 500 par jour. Le trafic de viande de brousse atteint un niveau critique que dénonçait dès 2014 un rapport du gouvernement kényan. L'unité canine existe depuis 2009. Aujourd'hui, elle compte 4 chiens trackers et 2 chiens détecteurs postés aux entrées du parc pour repérer des armes ou de l'ivoire dans les voitures. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons réussi à attraper plus de 4000 braconniers ces 18 dernières années. Donc ça montre les efforts que nous avons faits. Sans ça, nous pourrions avoir des milliers d'animaux morts. Il ne reste plus que quelques semaines aux 5 chiots pour faire leurs preuves. Tous les jours, ils doivent suivre un entraînement strict pour apprendre à bien maîtriser les odeurs et devenir à terme une arme efficace anti-braconnage. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à chacun et à tous.